Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast qui n'a toujours pas de nom. Va falloir qu'on en parle vraiment les gars. Je suis encore accompagné de Clément et Léo comme la dernière fois. Salut, mais ça peut pas être ça le nom, le podcast sans nom. Podcast sans nom? Je sais pas, ça fait un peu trop téléphoné non? Ou, Ouais c'est vrai, on va trouver. On va trouver. Ou au pire on trouvera pas mais c'est pas grave. Oui bah... je sais pas si on peut laisser des petits traits, genre tu sais le tiret du 6 là. Genre... Voilà. Ouais, comment tu dis Bienvenue dans le podcast. Super. On pourrait essayer ça. C'est un concept. Bon alors aujourd'hui du coup, on s'est dit que l'œuvre principale de ce podcast serait Les Chambres Rouges. De qui? Tu l'as Léo? Oui, Pascal Plante. Pascal Plante. Donc Les Chambres Rouges de Pascal Plante, qui est je crois un film québécois. Ouais c'est ça exactement, ouais. Qui est sorti en 2023. Ok. Donc ce sera le sujet principal de ce podcast qui sera du coup sur la deuxième moitié du podcast. Et comme le sujet parle des Chambres Rouges qui est un pseudo-mythe du Dark Web, on va parler Dark Web dans la première partie. Donc c'est parti pour la première partie. Les gars, est-ce que vous avez préparé un petit quelque chose pour nous parler de ce gros sujet qu'est le Dark Web ? Alors moi je vais pouvoir parler surtout du film, mais Clément va être apte à parler du Dark Web je pense. Ouais, moi je vais être apte parce que du coup j'ai un peu exploré la chose dernièrement et c'est plutôt intéressant, il y a pas mal de choses à dire. Donc je pourrais peut-être vous introduire rapidement, je suis pas un grand spécialiste non plus, mais parce que je commence. Mais ouais, je vais pouvoir vous introduire déjà comment y aller et les bases en fait, tout simplement. Nous expliquer à quoi il sert principalement, enfin depuis à son origine plutôt. Ouais, c'est ça, ouais. Alors nous dire comment y aller peut-être pas quand même. Tu le tapes sur Google, Oui, voilà. Oui, mais bon, on va peut-être pas non plus donner quelque chose comme ça à tout le monde. C'est pas faux. C'est pas l'idée et on n'est pas là pour ça, mais Après... au moins dire les ouais. je sais pas, enfin en deux recherches, tu trouves les logiciels qui te permettent d'entrer dessus. Ouais. Mais voilà, on va pas vous dire. C'est sûr que on bienvenue sur un site de drogue. Oui, non, voilà, c'est ça. Mais moi, je vois pas le côté, enfin, cette image qu'on a du dark web. Sur le côté illégal. Ouais. Alors c'est pas tant, enfin justement toutes les choses illégales qu'on peut y trouver, c'est pas ça qui m'intéresse moi dans le dark web. C'est justement plus le fait d'être anonyme et d'avoir accès à des données, des choses qui restent techniques, mais pas forcément. Je cherche pas à faire d'illégal en fait. Donc, donc je pense que c'est aussi un moyen pour certaines personnes de pouvoir communiquer quand ils sont dans des situations géopolitiques compliquées. Et tout ça, c'est bien de le savoir et de pouvoir dire qu'il y a ces choses-là, il y a ces outils-là qui permettent d'aider les gens en fait. Ouais, on va en parler. Ouais. On va commencer déjà par qu'est-ce que c'est que le dark web et une petite intro au réseau internet. T'avais des infos dessus ? Alors qu'est-ce que je peux... Alors déjà j'aimerais bien qu'on différencie le dark web, le darknet du deep web. Alors déjà, pas les mêmes explique tout choses. ça. Ouais. Le deep web, tout d'abord, en fait, c'est pas quelque chose qu'on va trouver sur le dark web et le darknet. C'est quelque chose qui est accessible avec un moteur de recherche basique qu'on a tous, Chrome, Mozilla, sur Google. Enfin, c'est juste des liens qui ne seront pas référencés dans les moteurs de recherche, en fait. Voilà. Donc c'est toute une partie d'Internet qui est, entre guillemets, cachée parce que pas accessible directement via ces moteurs de recherche, mais qui sont accessibles par tout le monde. Une fois qu'on a le lien, on peut aller sur ces sites-là, qui sont un peu plus protégés du coup. Par exemple, on pourrait citer les intranets d'entreprise, certaines bases de données, de bibliothèques ou de choses comme ça, donc rien d'illégal ou rien de faramineux. Le deep web, c'est juste une grosse partie qui n'est pas accessible au commun des mortels qui se rend sur Internet avec un navigateur de recherche normal, quoi. Voilà. Faut passer par autre chose avec des accès pour pouvoir utiliser l'intranet de son entreprise ou autre. Voilà. Et donc ça fait partie du deep web. Et il y a un autre truc qui fait partie du deep web, le dark web. Alors moi, de ce que je dirais, de ce que j'ai pu comprendre du peu de mes recherches, c'est que le dark web, lui, de son côté, donc offre la possibilité déjà d'être anonyme,
via son moteur de recherche principal qu'on connaît, enfin que beaucoup connaissent et que beaucoup utilisent. Je pense qu'il y en a d'autres d'ailleurs, mais Tor, le logiciel Tor, qui te permet justement d'être sur un internet qui est enfin très peu accessible en fait. Je dirais, je vais pas mentir, c'est très compliqué de trouver des sites, de savoir où aller chercher. C'est pareil, il y a plein d'autres moteurs de recherche sur le dark web, mais savoir lequel est bien destiné à quelle recherche on veut faire, c'est compliqué. C'est pas accessible du tout. De 1, pour des Français, vous n'aurez pas grand-chose en français. De 2, faut trouver les sites, la moitié ils sont pétés, des fois il faut des accès particuliers et c'est compliqué. Je suis perdu. Je me suis perdu. En gros, tu as le dark web, du coup, qui est une sous-partie d'Internet machin, on en a parlé avec le deep web. Et pour pouvoir accéder au dark web, il y a des outils. Donc Tor en fait partie, ça doit être un des plus connus, j'imagine, qui n'a rien à voir avec le dark web, hormis le fait que c'est une porte d'entrée qui te permet d'y accéder. Mais en gros, ce qui va différencier le fait de naviguer sur Tor que sur un navigateur normal, c'est son fonctionnement. Tor va permettre de cacher ou dissimuler ton adresse IP ou tes informations sur le réseau sur lequel tu navigues. Donc c'est en ça que c'est intéressant, parce que quand tu vas sur le dark web, tu n'as pas forcément envie que n'importe qui soit au courant que tu es en train d'acheter je ne sais pas quoi d'illégal dessus, ou autre pratique sans avoir forcément besoin de monnayer de l'argent. Et du coup, Tor permet l'anonymat dans une grosse partie. Et il est souvent assimilé au dark web, parce que c'est la porte la plus connue pour entrer dessus. Alors qu'au final, c'est juste un réseau qui fonctionne différemment de l'Internet qu'on connaît, nous, quoi. Donc on parlait de Tor tout à l'heure. Et du coup, tu l'as dit, je crois, que ça servait pour l'anonymat et permettre à des journalistes ou autres de rester cachés. Ouais, c'est principalement ça, ouais. C'est de l'anonymat. Après, c'est pareil. Vous allez être dirigé sur certains sites en fonction de ce que vous allez faire, qui vont vous demander de sortir de cet anonymat, mais libre à vous de tenter l'expérience, quoi. Et sur Tor, j'étais tombé sur un documentaire une fois qui parlait justement du dark web, etc., de la crypto-monnaie, de tous ces espèces de réseaux qui fonctionnent différemment que l'Internet qu'on connaît tous. Et pour le Bitcoin, je parle de la blockchain. Mais dans ce documentaire-là, il y avait des journalistes qui passaient des formations de maîtrise de Tor pour justement pouvoir apprendre à l'utiliser et à pouvoir chercher des infos dessus et les partager sur des réseaux, on va dire, plus ou moins sécurisés, mais sans qu'ils aient affaire à leur gouvernement qui n'est pas forcément porté sur la liberté d'expression. C'est ça. Et donc ça sert beaucoup à ça. Donc Tor, on en parlait tout à l'heure, mais il n'est pas forcément lié à de l'illégalité, il est aussi lié à de l'ouverture d'esprit et culturelle. De l'information, ouais. Exactement. Donc on a vu plusieurs choses sortir grâce à Tor, notamment des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden, qui avait publié les preuves que la NSA des États-Unis avait un programme de surveillance de masse lié aux réseaux sociaux, etc. Donc c'est grâce à Tor que les infos sont passées de Edward Snowden à des journalistes qui les ont publiés ensuite au public. Il y a aussi Wikileaks qui se servait pas mal de Tor. Ils sont moins actifs, je crois, parce qu'ils ont eu quelques problèmes. Ouais. Mais ils ont rendu public des informations cachées par des gouvernements. Donc il y a eu une frappe aérienne, je crois, des États-Unis sur des civils. Oui. En Iran ou en Irak, je sais plus. C'est ça, et on avait même les vidéos, ils ont publié toutes les vidéos. Ouais. De cette bavure. Ouais, bavure, ouais, tu parles. Tu m'étonnes. Et il y a aussi d'autres choses comme les Panama Papers, des documents qui ont été rendus publics, qui prouvaient le blanchiment fiscal de certains politiques ou certaines stars au Panama.
Donc voilà, ils veulent que les gens qui font des conneries se responsabilisent un petit peu. C'est ça. Et ouais. Et Viator, il y a quelque chose qui paraît quand on comprend, enfin quand on connaît pas le sujet ou quoi que ce soit, on a les sites de la CIA, de Europol, tout ça qui sont actifs et sont sur le darknet. Alors on pourrait croire que vu que tout est illégal, pourquoi ils ont leur site? Mais en fait, justement, grâce à cet anonymat apporté par Tor, on peut donner des informations tout en se protégeant comparé à Internet de base par rapport là où on peut être tracé et justement donner des informations pour les personnes qui peuvent être victimes ou qui peuvent avoir fait des choses. Donc il y a ce côté-là aussi un peu de white hat. Bah, protection des sources et tout ça, quoi, oui, qui est vraiment hyper important dans ce milieu-là. Bon, mais les gars, toujours content de venir enregistrer tout ça. Ouais. Moi, j'ai deux petits trucs drôles, deux petits sites marrants, enfin marrants, Oula. tout est relatif, Vas-y. justement sur le darknet qu'on peut trouver. Il y a un site qui peut te prédire ta mort. Voilà. Ah, excellent. Qui te met D'accord. un décompte en disant bah tu mouriras de ça et c'est dans 62 ans, 66 ans, 5 ans. Voilà. Donc faut rentrer ses informations personnelles, c'est quand même pas terrible. Oui, non, Mais, on conseille pas évidemment. Hein, Oui, mais... voilà, ouais. Bon, on conseille pas, et puis c'est du gros fake, c'est des grosses conneries. Et c'est pareil, il y a une roulette russe, alors qui ne joue pas avec ta vie, mais qui joue avec les programmes de ton ordinateur. C'est-à-dire que tu joues à la roulette russe contre quelqu'un, et un fichier aléatoire, si tu perds, est envoyé à ton concurrent, qui est juste en face. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle. C'est moins Alors, drôle suivant comment c'est je utilisé le derrière. conseille mais pas non plus, parce que du coup, il y a de la manipulation de fichiers, ce qui fait que souvent, tu te rends compte que ton adversaire t'envoie des photos qui sont quand même très bizarres. Mais donc voilà, c'est Oui, petites pareil, évidemment, anomalies. on hein. conseille pas hein, Ah, non, on de conseille faire pas du ça, pas du tout, et en Et aucun puis cas. on donnera pas. Voilà, c'est des choses qui existent, qui peut-être n'existent plus d'ailleurs, mais voilà, c'est des petits trucs drôles. Ça va, Léo? Ouais, franchement, c'est plutôt clair pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce milieu-là. Mais ouais, bah, du coup, si on parle de ça, c'est surtout par rapport au film, parce que si on parle Exactement. du dark web, du coup, ou du darknet. Je sais même pas s'il y a une différence entre les deux. Pour moi, il y a le dark web, le darknet, c'était juste un autre nom, mais je sais pas s'il y avait une différenciation entre ces deux termes. Coucou, petite voix off. Il y a bien une différence entre le dark web et le darknet. Le darknet étant le réseau du dark web. Voilà. Parce que l'histoire du film parle principalement d'un fait qui s'est produit dans cet internet-là. Exactement. Parce que du coup, sur le dark web, il y a évidemment toutes les, plus ou moins légendes urbaines, mais aussi des vraies choses, hein, comme, je sais pas, à un moment, on parlait de contrats mis sur des têtes de politiciens hyper connus avec des mises à prix, voilà, sur leur tête. Alors, dans le darknet, ils appellent ça des hitman. Comme le jeu vidéo. Jeu avec l'agent 47. Exactement. D'accord. C'est ça. Donc, Rent Hitman, voilà. Bon, bref. Et donc il y a eu ces choses-là, et puis après tous les sites de vente de produits illégaux, que ce soit de la drogue ou des armes ou des humains ou des parties d'humains aussi. Donc on rentre vraiment dans les pires penchants de l'espèce humaine, dont le film parle avec les chambres rouges, où le concept des chambres rouges, c'est le fait de faire un meurtre en direct devant des gens, un peu en mode snuff movie, sauf que là c'est du direct. C'est ça, où les gens peuvent réagir et peut-être même donner de l'argent pour pouvoir en voir plus. Ouais. C'est un mythe parce que ça n'a jamais été prouvé, mais on sait pertinemment que ce genre de pratique a forcément existé. En tout cas, c'est faisable, surtout que dans le film ils en parlent aussi, que le réseau Tor étant plus lent par rapport à sa façon de naviguer sur le réseau, il n'y avait pas forcément la faculté de lire des vidéos sur le réseau Tor, parce que c'était trop lent pour que ce soit lisible. Et avec l'avancée technologique, etc., sur Tor, tu peux commencer, j'en sais rien, je suis pas un expert, mais aujourd'hui, il est possible de regarder des vidéos sur Tor. Ok. Du coup, Mathéo, est-ce que tu pitches le film ou est-ce que je m'en occupe?
Est-ce qu'on a fini de parler de tout ça ou... On pourra rebondir aussi à certains moments en parlant du film. Ouais, juste parler du fait que pour l'accès au Darknet et tout ce qui est en rapport avec le Darknet, on n'utilise pas des liens URL, mais des points onion. C'est une autre appellation qui est spécifique justement au Darknet et à tout ça. C'est notamment le symbole de Thor, l'oignon, Exactement. avec les différentes couches. Parce que plutôt que d'avoir, on va dire, en étant vraiment très grossier, que quand tu es sur Internet, tu as une seule couche, tu es en direct avec le site sur lequel tu navigues. Donc si tu navigues sur Wikipédia, c'est directement qui navigue sur son site. Et c'est lié à l'adresse IP de ton ordinateur. Et sur Tor, quand tu navigues, tu passes par différentes couches d'adressage pour naviguer sur Wikipédia. Donc Wikipédia ne va pas savoir quelle adresse IP navigue chez lui. Enfin, il va en avoir une, mais ce ne sera pas la bonne. C'est ça. Ils vont te rebalancer par des serveurs ici et là autour du monde pour brouiller les pistes. Mais ce n'est pas un VPN pour autant. Non. C'est là qu'il faut faire la différence. Et oui. Donc du coup, on passe au film. Allez, c'est parti. Monsieur Chevalier, vous êtes accusé de 3 chefs distincts de meurtre, outrage au cadavre et production et distribution de matériel obscène. Mon client plaide de non coupable, monsieur le juge. Tu sais que c'est sa fête bientôt? Dans 3 semaines, ouais. Tu penses qu'il essaie de faire un cadeau? J'ai un petit mot à dire à ces groupies, celles qui hantent la salle d'audience à chaque jour. Ben, on vous voit. Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct dans ce qu'on appelle des chambres rouges. Tu l'entends de voir ça, on entend ça. Non, on l'entend jamais. Comment tu sais ça? Les Chambres Rouges, qui est donc l'histoire... comment on va dire ça proprement? Parce que finalement, c'est assez alambiqué. Mais ouais, c'est une nana qu'on va suivre sur le procès d'un certain Ludovic, qui est accusé d'avoir fait des Chambres Rouges. Et on va suivre le procès un petit peu. Et après, on va entrer dans la vie de cette nana-là. Et voir qu'elle est plutôt à l'aise avec l'informatique. Et qu'elle est... On ne sait pas trop si c'est une fan ou si elle aurait un plus gros lien avec ce criminel. Donc voilà. Tout étant sur le fait que les Chambres Rouges soient plus ou moins un mythe jusque-là. Et le fait de démontrer que c'est bien lui ou pas qui a fait ces horreurs. Et on va faire une partie no spoil. Ouais. Et après on spoilera comme des rats. Et pour vraiment comprendre et voir nos interprétations. Donc pour ceux que le film intéresse, on vous conseille d'aller le voir quand même avant d'écouter le podcast. Pourquoi pas, ce sera plus simple pour vous. Sinon, vous sauterez le moment où on parlera spoil, on vous plaindra quand on passera en mode spoil. Ce qu'on peut faire déjà, c'est vraiment conseiller de voir le film parce que il est vraiment incroyable. Il est vraiment top, bien qu'il y ait certaines longueurs. Ok, bon, on va en discuter. Tu vas me dire à quel moment tu as trouvé Ouais. ça un peu long. Mais ouais. Non, un film que je conseille aussi. Hein. Franchement, il est top. Il est différent de ce qu'on peut voir. C'est un peu thriller, horreur, un peu. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien aimer. Ouais. Et tu disais qu'on suivait une protagoniste, mais on en suit 2 en fait. Ouais. Dont une, on sait clairement par contre les intentions qu'elle a dès le début. Oui. On sait qu'elle veut l'innocence de ce... Comment il s'appelle, chevalier? Ludovic Chevalier. Ludovic Chevalier. Et même elle est éprise un petit peu de lui. Hein. On pense qu'elle est clairement amoureuse de ce personnage et elle est persuadée de son innocence, mais elle ne contredit pas les faits qui sont prouvés, mais pas par lui pour elle. Ouais. De toute façon, ça, c'est pas du spoil, hein, c'est dans la bande-annonce, donc on est tranquille là-dessus. Oui, clairement. C'est dans la bande-annonce. Et non, quoi dire sans spoil pour rentrer un peu dans le sujet. Déjà, moi, je peux parler de l'image et la mise en scène. La mise en scène est vraiment très, très bien réussie, hyper chirurgicale. Tout le début du film, je trouve, la première partie en tout cas, quand on suit la vie de Kellyanne, c'est Ouais, ça, c'est Kellyanne.
qui elle est du coup mannequin, donc une vie où elle est très sportive pour entretenir une belle image de son corps, pour je pense cacher un petit peu son côté, parce qu'elle suit quand même le procès de très près, parce qu'elle elle a une certaine fascination pour ces actes horribles. Ça on le sait aussi dans la bande-annonce. Et la deuxième partie du film où on est un peu plus perdu avec ce personnage, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais la technique de prise de vue est totalement différente, beaucoup plus fluide, beaucoup plus aléatoire. Ouais. Tu as trouvé un lien entre la prise de vue et les personnages, toi ? Ouais, vraiment. J'y ai pas fait gaffe, mais Avec des plans vraiment très très larges au début pour montrer un cadre très cartésien, et à la fin beaucoup moins. Ok. Ouais, sur le même personnage de Kellyanne. Ouais. Ok. Oui, c'est vrai que. Ok, ouais, je vois. Ouais. C'est peut-être que moi qui l'ai lisé comme ça, mais on pourra raccrocher tout à l'heure dans la partie spoil dessus, et oui, je vois, ouais. Et le hors-champ est aussi très très important, et j'ai trouvé ça magnifique. Oui. Puis c'est des longs plans. On voit les personnages bouger, se mouvoir dans l'espace, la caméra est prévue, les dépassements aussi. La première scène dans le tribunal. Le plan séquence. C'est un tribunal tout blanc, tout propre, et dans lequel on va te parler d'horreurs les plus dégueulasses que la Terre ait pu connaître jusqu'à maintenant. Et t'as un long plan séquence avec le plaidoyer et tout ça. Et là, c'est presque du théâtre. J'ai beaucoup mis ça avec du théâtre, parce que tu vois les avocats évoluer dans la pièce et parler avec le jury, etc. Et puis les procès, c'est très oratoire. Ils ont une manière de parler, ils savent bien parler. Et donc il y a ce côté qui est très théâtral au début du film, qui m'a beaucoup plu, et où je me suis dit ah ouais, là je contemple, ça me fait du bien. Ouais, c'est propre. Très, très beau et très poignant. Ouais, donc non, une image qui est vraiment bien pensée dans le film, globalement, qui est plutôt sombre, le film, dans l'ambiance générale. Sombre et très froid. Ouais, très froid. Oui, c'est vrai qu'il y a aucune couleur chaude. Ça ressemble un peu à de l'ambiance Fincher. Je sais pas si t'as remarqué un peu. Non, j'ai pas fait gaffe du tout. Et pareil, je suis peut-être pas assez cinéphile pour remarquer des trucs comme ça, tu vois. Ok. Moi non plus, mais je trouve les lumières très très froides comme on peut retrouver dans certains films de Fincher. Et pour revenir à cette scène du début, où on voit l'accusé dans sa camisole. Le choix de cet acteur, dans sa cage blindée. Dans sa cage blindée, vitrée. L'acteur, il prononce pas un seul mot de tout le film. Ah non. Et c'est pas pour autant que son jeu n'est pas juste incroyable. Ah, mais il le porte sur lui. C'est incroyable. Il y a une étiquette sur son front. Ah ouais, non, ouais. Tu dis à quel moment ce mec-là n'est pas l'auteur des. À un moment, on a un regard et même un geste. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que le geste a été improvisé. Ils l'ont gardé au montage. Ok. Le petit coucou. D'accord. Et sinon, il y avait un autre truc auquel je pensais. Ah oui, c'était au début du film, ce qui m'a le plus frappé, c'est le fait que ce mec-là, qui est un accusé, pour des horreurs absolument affreuses, soit qu'il ait une défense. Enfin, il y a un avocat qui est là pour défendre ce mec. Tu te dis, mais il va aller où? Et je crois le droit d'un avocat. Ouais. Mais tu dis, c'est quand même dingue, parce que juste le gars, enfin, comme on vient de le dire, il le porte sur lui, quoi. Évidemment que c'est lui, tu vois. Ouais. Mais le film plane comme ça au-dessus de cette question. C'est lui, c'est pas lui. Alors, est-ce qu'on va voir les vidéos ou pas? C'est ça. Et tout le travail du réalisateur est là. En fait, on se rend compte qu'on a envie de voir ces vidéos en fait tout le long du film. C'est ça qui est horrible. Il traite vraiment l'aspect malsain qu'on peut avoir pour la fascination de tueurs. Il y a énormément de séries qui ont été dédiées à des tueurs en série, des films. J'allais dire Oppenheimer, mais pas du tout. Enfin bon, en quelque sorte, oui, il a tué quelques personnes, mais bon, c'était pas vraiment... Non. Jeffrey Dahmer, merci. Ouais, j'ai fait une confond. Ok. Ouais, non, Jeffrey Dahmer, oui. Oppenheimer. Et du coup, on voit aucune scène, et c'est ça qui est génial dans ce film, c'est qu'ils ont réussi à nous faire parler, enfin,
à nous bien expliquer l'atrocité de ces vidéos sans à aucun moment les voir. Ouais, tu vas juste avoir la couleur qui va changer, et c'est peut-être dans le film les seules fois où tu as une couleur chaude qui le apparaît. rouge. C'est quand les personnages regardent ces vidéos d'atrocité absolue. On a du son, par contre. On a du son, mais oui, on voit rien. Et le son suffit, hein. En plus, l'avocate au tout début du film décrit les scènes en disant qu'elle les a vues, etc. Et du coup, le fait qu'elle en parle, ça te marque parce que ce sont des choses qui sont quand même fortes et c'est des mots qui sont suffisamment imagés pour que tu puisses te faire une idée dans ta petite tête. Et rajouter le son sur les idées que tu te fais dans ta tête, ça suffit amplement. Ah oui, c'est bien T'as pire, pas besoin de savoir ce qui s'est passé réellement pour être horrifié par la situation des 3 victimes qui ont été massacrées par ce type. C'est vraiment bien mis en scène là-dessus, il y a rien à dire. C'est vous, parce qu'un film comme ça va être pour tout public, on va dire, parce que au point de vue image, on va pas nous donner des choses explicites, mais comment on peut quantifier le traumatisme qu'on peut avoir en regardant ce genre de film, parce qu'on va se faire quand même des images en tête, et ça va être d'autant plus compliqué de les retirer, je pense. Ouais, je l'ai vu sur MyCanal, le film, et au début, il est moins de 12. Ah d'accord. Et je trouve ça un peu juste quand même. Ouais. Parce qu'à 12 ans, quand on te parle de trucs... Alors bon, après, les jeunes aujourd'hui, ils sont regardent... habitués aussi, c'est vrai. Ils regardent de la violence régulièrement, que ce soit juste avec des mangas. À la télé aussi. Oui, tout à fait. Donc ils peuvent tomber dessus. Et puis après, ça dépend des parents, de l'éducation et tout ça. Mais moins de 12, j'ai trouvé ça un peu juste. Après, ça vaut pas un moins de 16 non plus. Mais ouais, on parle quand même de trucs qui sont accessibles à tout le monde, pour peu que tu t'intéresses un peu au sujet. Et ouais, si t'es pas armé mentalement ou psychologiquement contre des trucs comme ça, tu peux en pâtir toute ta vie, hein. Donc moins de 12 ans, ça me paraît un peu juste pour moi. Après, je suis peut-être un papa poule un peu extrême, mais bon, j'ai pas encore d'enfant, donc je comprends pas. Mais ouais, moins de 12, je suis d'accord. Un peu violent quand même. Et sinon, toi, qu'est-ce que tu as bien apprécié dans le film ? Bien apprécié, c'est tout ce côté du personnage principal de Kellyanne, parce qu'il y a certes cette fameuse Lisa, je crois, ou Clémentine ? Ah oui, non, elle se fait appeler. Clémentine, oui. Je sais pas. Ouais, je suis complètement à côté de la plaque. Mais oui. Sur le personnage principal, tu sais pas trop ce qu'elle fait. C'est quoi ? Tu sais pas ce qu'elle fout dans ce tribunal. Tu sais pas. Ça. Elle a aucun lien de parenté avec le tueur. Tu comprends pas ce qu'elle fait là-dedans, et ça devient de plus en plus bizarre en avançant dans le film, parce que ça va être une des seules personnes à posséder un élément clé dans le procès. On en parlera dans la partie spoil. Et tu te dis à quel moment est-ce qu'elle... Enfin, c'est quoi son objectif ? C'est tellement bizarre. Ouais. C'est ça. Et j'adore ça. J'adore me poser ces questions-là. Hein. Même si ça se me fout en l'air de ne pas avoir de réponse. Mais... Moi, je me suis demandé même si j'allais réussir à m'attacher à ce personnage, parce que au bout d'un moment, comme on n'a pas de réponse, mais quand même, c'est assez bien fait pour qu'il y ait des rebondissements et qu'on s'attache de plus en plus à elle. On passe à la partie spoil. J'ai trop envie de spoil. Allez, on va spoil. Sauf si tu as d'autres choses à dire. Clément qui n'a pas vu le film, mais est-ce que tu as envie de le voir ? Est-ce qu'on a dit ? Est-ce que cette Clémentine, ce serait pas la meuf des Red Room qui a été... Non ? Bah non, mais je sais pas. Non, elle a aucun lien. Mais on va en parler dans la partie spoil. Mais je veux savoir. Tu veux voir le film ou pas ? Je le regarderai quand même, c'est pas grave. Tu le regarderas de toute façon, demain j'aurai oublié, donc tout va bien. Non, si, c'est bien sûr. Donc on va spoiler un peu, et puis oui, on va en parler, parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes dans l'image et dans le personnage de Kellyanne, là. Tout le film est construit là-dessus, et il y a des actions que tu comprends pas, que tu comprends juste pas. Donc vas-y, chaud pour spoil. Ok, très bien. En même temps, en s'appelant Kylian, il n'a pas été aidé, le garçon. Kylian ? C'est une fille, c'est Kellyanne. C'est une fille. J'ai rien dit. Coucou, c'est la voix off. Je vais peut-être finir par faire un jingle voix off, ce serait drôle. On verra.
Et voix off pour vous dire qu'à partir de là, les cocos, on va spoiler fort. Donc si vous voulez voir le film, c'est le moment de couper le podcast et d'aller voir le film tout de suite. Voilà. Et du coup, on n'a même pas expliqué, mais en fait, le procès, il parle de 3 victimes, c'est ça, 3 victimes, tout à fait. qui ont été tuées à l'âge de 16 ans et du coup filmées pendant que le tueur les violait. Et je sais pas si on peut dire ce genre de mots, tu couperas. Ouais, je sais pas, on verra. Et donc du coup, on a les vidéos, enfin les juges ont des vidéos des 2 premières victimes, mais pas de la 3e. C'est ça. Et du coup, tu es au courant de ça dès le début du film. C'est l'avocate qui en parle. C'est le premier personnage qui parle, je crois, d'ailleurs, du film. Ou Oui. le deuxième avec le juge principal, là, je sais plus comment on appelle ça. Mais oui. Oui, l'avocate en parle et tu te dis d'accord, ok, donc il manque des éléments. Et potentiellement, dans cette vidéo-là, ils disent qu'on pourrait avoir enfin la preuve que c'est bien le type qui est derrière sa cage de verre qui est l'auteur de ces horreurs. Parce que la personne est cagoulée dans les vidéos, donc C'est on ça. voit que ses yeux. Exactement. Des yeux bleus et froids. Qui ressemblent quand même vachement à ceux de Pascal Chevalier. Ouais. Non. Ludovic. Et là, vous vous dites, mais comment ils savent vu qu'on voit pas les vidéos? Alors en fait, le moment où on voit les vidéos, on voit la fin, je crois, de la première vidéo, où le gars, il éteint la caméra. Donc tu vois juste la pièce en fond. Enfin, c'est très flou, c'est l'écran de l'ordinateur sur lequel il regarde les vidéos qui est filmé, et tu vois vite fait la pièce dans laquelle Oui. il y a eu les horreurs, C'est ça. et le gars qui a sa tête devant la caméra pour éteindre le truc. Et tu le vois quelques secondes. Mais l'avocate aussi décrit, je crois, tout au début aussi, que c'est la seule chose qu'on voit sur le tueur, c'est ses yeux parce qu'il est cagoulé. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans une vidéo, mais c'est possible. Qu'on le voit à un moment quand il éteint, c'est ça? Ok. Il éteint la caméra et c'est le seul truc que tu vois vraiment, toi, en tant que spectateur du film, des vidéos Ok. de ce truc-là. Bon, spoil alors. Ouais, on a déjà pas mal spoilé là quand même. Ouais. Mais ouais. Je sais pas. Tu veux commencer par quelque chose en particulier? Ouais, ma frustration encore une fois, parce qu'on se rend compte tout le long du film que Kellyanne fait des actions quand même assez étranges qui vont dans le sens un peu du tueur. Quand pour son anniversaire, elle lui fait quand même quelque chose de assez particulier. Elle se costume. C'est pour ça. Elle se costume en une des filles qui ont, elles, les caractéristiques des yeux bleus, qui sont blondes, avec un uniforme aussi d'une école. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est aussi ce qui a permis de prouver que c'était lui le meurtrier, parce qu'il y a eu une réaction de sa part et les juges l'ont vu. Ouais. Mais le film te le met pas en avant, ce truc-là. Ils te le disent à la fin, quand la 3e vidéo a leaké et a été rendue disponible par Kellyanne, du coup. Enfin, on suppose, parce qu'elle dépose une clé USB sur la table de nuit de la mère de la dernière victime en pleine nuit. Tu vois, donc tu te dis à quel moment ce personnage-là parce qu'à un moment, je crois, clean. Ouais. La mère, à un moment, elle dit quelque chose de poignant en disant que les fans du coup de ce meurtrier, elle les voit parce qu'ils viennent en tant que spectatrices pendant le jugement. Et du coup, je crois qu'elle a besoin de dire qu'elle, pour être sûre, enfin, elle veut voir les vidéos. Elle a envie de voir les vidéos de sa fille, même si c'est atroce, pour être sûre de ce qui s'est passé, je pense. Ouais. Et là, Kellyanne entend ça, et là, il y a un switch. On a l'impression qu'elle veut jouer la justicière un peu dans l'ombre. Et je sais même pas. Hein. Non, parce que c'est vraiment bizarre. Peut-être pas, hein. C'est chelou. Hein. Parce que, vas-y, on va en parler tout de suite. Mais moi, le truc qui m'a le plus perturbé et que j'ai trouvé aussi très bon dans le film, avec déjà, il y avait ce premier plan séquence énorme qui est vraiment trop bien en termes de jeu d'acteur et d'image. Et il y a cette deuxième chose, parce que Kellyanne, plusieurs fois dans le film, tu la vois jouer au poker, etc., juste avec des dollars, tu vois. Et à un moment, elle joue au poker avec des bitcoins, après avoir été en contact avec des gens sur le dark web, enfin c'est une sorte de, je sais pas, d'invité de commande sur laquelle elle discute avec des gens qui lui disent, quand t'es prêt, tu nous dis que t'es prête et basta. Et tu sais pas c'est pourquoi elle est là-dedans. Pour acheter la vidéo. Elle,
justement, après, tu la vois retirer de l'argent sur ses comptes de Bitcoin, etc., pour avoir accès à la vidéo. Et du coup, la dernière vidéo est mise aux enchères sur le dark web. Et elle suit les enchères, elle arrive à avoir la vidéo. Et tout ce passage dure une éternité, j'ai l'impression. Je ne sais pas combien de temps exactement dans le film, mais c'est une éternité pour moi. Et le personnage de Kellyanne, pendant tout le film, est quelqu'un qui ne sourit pas, qui a pas d'empathie pour les autres. C'est toujours froid, etc. Elle n'a pas d'émotion dans le film véritablement, juste jusqu'à ce moment-là où elle est stressée. Elle est stressée, elle change sa manière de jouer au poker en disant que les gens qui jouent avec leurs émotions, c'est des perdants. Mais là, tu la vois qu'elle est stressée, qu'elle mise tout sur des vrais coups de poker, quoi. Elle bluffe, alors que c'est pas. Elle dit qu'elle bluffe pas, qu'elle y va en mode. Le poker, c'est pas des coups de chance, c'est des statistiques et basta. Alors que là, elle y va au coup de chance. Elle change sa manière de jouer juste pour ça. Donc toute la personnalité qui a été faite depuis le début du film est complètement bousillée par ce passage-là où tu la vois stressée, transpirer, pleurer de joie quand elle arrive à voir la vidéo, mais vraiment elle est contente, elle est heureuse, alors que tu l'as jamais vue comme ça de tout le film, que c'est un personnage plat, qui a pas d'émotion, qui est vraiment... Donc je comprends pas cette joie qu'elle a quand elle a la vidéo. Est-ce qu'elle est contente d'avoir la vidéo en se disant tiens chouette, on va pouvoir démontrer que c'est lui le tueur une fois que on verra si oui ou non on a une preuve dans cette vidéo-là. Ou est-ce qu'elle est contente parce que c'est son plaisir malsain de regarder des vidéos comme ça? Parce que le moment où tu vois les vidéos dans le film, c'est avec la nana qui est amoureuse, enfin potentiellement amoureuse du tueur, et elle l'invite chez elle à dormir chez elle parce que l'autre elle habite loin, et elle s'est déplacée à Montréal pour suivre le procès, mais ça coûte de l'argent de payer l'hôtel, etc. Donc elle est un peu dans le besoin, cette nana-là. Et du coup, elle l'invite chez elle, et à un moment, la Clémentine, elle apprend que elle a déjà vu les vidéos. Et elle lui demande mais comment c'est possible que tu aies déjà vu les vidéos? Et Kellyanne a ces termes-là de mais oublie, c'est pas des choses pour toi. Et finalement, elle finit par lui montrer les vidéos. Et parce que elle a vraiment envie de voir les vidéos, Clémentine, qu'elle lui montre la première vidéo. Et tu vois les émotions de Clémentine et le manque d'émotion flagrant sur le visage de Kellyanne, qui, au lieu de s'occuper du massacre que t'entends, toi, en bruit, elle dit tiens, regarde, là, on voit le monsieur, il est grand, il se déplace avec les bras ballants, sa manière de marcher, son machin. Elle s'en fout de ce qui se passe derrière. Elle est là en mode regarde la façon du tueur de se comporter. Et l'autre qui est choqué à côté, qui chiale, qui ferme les yeux, qui a pas envie de voir ça. Et elle a dit qu'elle voulait voir les 2 vidéos. Et donc à la fin de la vidéo, la Clémentine, elle lui dit attends. Et l'autre, elle est vraiment en mode... elle est très binaire dans sa façon de faire les choses. Donc elle relance la vidéo tout de suite. Elle laisse pas Clémentine d'attendre. Elle dit je voulais voir les 2 vidéos, mais on les regarde les 2 vidéos. Mais t'as ce côté... putain, froid et glacial de Kellyanne qui est horrible à ce moment-là. Ouais, parce que Clémentine, c'est un personnage qui est très naïf tout le long du film, et là, elle est confrontée à la réalité, et elle veut plus assister, je crois, après au procès. Ouais, il me semble que le lendemain de cet événement-là, elle repart chez elle. Alors je sais pas si elle repart chez elle parce qu'elle comprend en voyant les vidéos que effectivement ce serait bien lui, ou si Kellyanne lui fait juste peur. Ouais, c'est possible. Hein. Les deux sont carrément possibles. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches et je crois que ça s'appelle l'hybristophilie. Du coup, c'est la paraphilie de quelqu'un qui est stimulé par les crimes atroces. Donc ça, ce serait le personnage de Kellyanne, une sorte de psychopathe. Ouais. Et voilà, ça a un nom. Bah clairement. Parce que ça fait partie de ces profils-là, d'avoir un manque d'empathie et d'être très binaire dans sa façon de se comporter en société. Parce que pareil, elle lui achète des fringues et une raquette de squash. Et quand elle repart, Clémentine de chez Kellyanne, elle lui dit tiens, tu me l'as donné gentiment offert, mais j'en veux pas, donc je te le rends. Elle fait non, mais c'est à toi. Je te l'ai pris pour toi, c'est à toi.
Enfin, c'est vraiment carré quoi pour Kellyanne. S'il n'y a pas de... Bah, ça fait clairement ça, quoi. Tu voulais les voir, regarde. Puis j'ai noté quoi d'autre? J'ai noté plein de trucs. Mais c'est quand même grâce à elle, du coup, qu'on a la fin du... Mais est-ce que c'est vraiment grâce à elle? Moi, je pense Enfin que oui, c'est parce elle qu'elle qui pose a- cette putain de clé USB sur la... Et table pourquoi de elle est nuit de la retournée mère. dans la chambre de l'enfant, encore en costume? Ça, c'est vraiment la C'est scène ça. qui m'a... Parce que oui. J'étais trop perplexe, quoi. Parce que du coup, tu vois Kellyanne rentrer chez la famille de la dernière victime du tueur. Et pour pouvoir y entrer, elle cherche sur le profil Facebook de la mère si ils ont des photos de la maison ou si elle a des infos sur une adresse mail ou un machin. Donc elle va sur le site Have I Been Pwned, qui existe vraiment, qui est un vrai site où tu peux taper ton adresse mail et voir si elle a été hackée ou pas. Et elle trouve l'adresse mail de la mère sur Have I Been Pwned. Après, elle va sur un autre site qui permet d'avoir accès à des bases de données de réseaux sociaux ou de trucs comme ça qui ont leaké ou d'entreprises. Donc elle tape le nom, je crois, de l'entreprise où la mère travaille et elle tombe sur une liste qui a été hackée dessus, une base de données, et elle tombe sur l'adresse mail et le mot de passe de la mère. Donc après, elle a accès à sa boîte mail. Et sur la boîte mail, elle a accès à un mail avec une photo du code Wi-Fi et de je sais plus quoi, de la maison où la mère est. Donc il y a tout ce truc très, très bizarre qu'elle fait. Tu comprends pas pourquoi elle fait ça. Parce que elle a pas l'air d'être si fan que ça du tueur et en même temps, il fait ce cadeau horrible à la scène de procès. Mais c'est aussi, je pense, l'objectif du réalisateur que même à la fin, on se pose encore les mêmes questions. Ah bah oui, clairement. Mais c'est trop frustrant. Mais c'est génial. Ouais. Vraiment à conseiller ce film. Hein. C'est clair. T'avais le relevé d'autres trucs, Léo, toi Non, je crois que moi j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais noté. Après, j'ai cherché quelques anecdotes sur la manière dont les acteurs se sont préparés à tourner le film. Et du coup, j'ai vu que Pascal Plante, à chaque fois, laissait la première prise libre pour chaque actrice. Donc après, il les redirigeait vers sa vision des choses, mais elles avaient le droit à chaque fois de faire leur interprétation à la première prise. Ok. Et elles ont trouvé que c'était une liberté vraiment géniale sur ce tournage. Et du coup, Juliette Gariépy, je sais plus, l'actrice de Kellyanne, habitait dans l'immeuble où a été tourné dans le studio du personnage. Elle habitait dans le même immeuble, enfin pendant la durée du tournage. Et elle expliquait que c'était très perturbant de sortir du rôle alors qu'elle était encore dans le même immeuble. Ouais, je vois. Et est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de prises libres qui ont été gardées dans le film? Ça, je sais pas du tout. Est-ce que c'est bien de dire que ça a été fait comme ça? Mais... Il y a une prise qui est assez incroyable, celle du coucou, mais comme je disais tout à l'heure, elle a été improvisée et gardée. Ok. Et donc du coup, ouais, ça a été suffisamment bien gardé pour qu'ils en parlent sur les dernières minutes du film où ils disent la dernière vidéo a leaké, en plus le tueur a eu ce truc-là le 3 octobre, le jour de son anniversaire, etc. Donc ouais. Ok. Mais cool. Glaçante, hein, cette scène où il y a un cri de fond pendant qu'elle se fait sortir de la salle. Oui. Ouais, vraiment un des pires souvenirs de cinéma que j'ai eu. Oui, le son est très bien géré et t'as une sorte de cri. Est-ce que c'est pas le cri horrible. justement des filles qui ont été... Je pense que ça le représente en quelque sorte, mais en soi, personne ne crie dans la salle du procès, donc c'est juste un truc qui est rajouté comme ça en ambiance sonore derrière la scène, mais c'est glaçant. C'est vraiment glaçant. Bon, il faudra qu'on regarde d'autres films de ce réalisateur. C'est vrai que ça donne envie. Hein. Bah voilà. T'en penses quoi, Clément, de tout ça, toi? Envie, Clément? N'ayant pas vu le film avec ce qu'on t'a dit. Du coup, j'ai envie de le voir. J'ai grave envie de le voir. Même si c'est pas trop mon truc de base, mais là, c'est vrai que les personnages et tout, la description que vous en avez faite, ça donne envie d'investiguer, quoi, en mode ah ouais, c'est bizarre quand même. Puis tu vois, curiosité encore, la curiosité toujours. Ouais, bah ouais. Genre, ouais. Non, il a l'air terrible ce film. Non, et puis avoir ton propre avis sur finalement Kellyanne, qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, quoi. Ouais, c'est Parce ça. qu'elle navigue entre deux eaux, pour moi, c'est affolant. Ah, et puis dans les films, tous ces caractères un peu psychopathes, tout ça, c'est toujours super intéressant, quoi.
Genre, moi, c'est sur la psychologie, j'adore. Ben, on avait parlé de Seven, je crois, déjà la dernière Ouais. fois, mais c'est complètement ça. Ouais, ouais, bah ouais. On est dans ce genre de curiosité morbide du carton de la fin de Seven, quoi. Voilà. Bon, ben, c'était pas très léger comme sujet cette fois-ci. C'est vrai, moins que Wolf. Moins que Wolf, ouais. Même si, bon, il y avait du meurtre aussi, Il y mais avait du c'était plus léger. On s'amusait un peu plus avec Wolf. Non, c'était vraiment très très sympa. Bon, bah tant mieux. Et la prochaine, du coup, je vous propose 2 sujets. Soit on essaye d'en faire 2 en décembre, soit on n'en fait qu'une seule. Mais du coup, il faut bien la choisir. Il y a soit les films français qu'on a vus ces derniers temps, avec Les Mousquetaires, L'Amour ouf et tout ça, qui sont... Ouais, excellent sujet. Un Ou petit truc en alors... plus. Oh. Genre Ou vraiment alors, mal ou le alors. prendre. Mais bon, pour la petite histoire, on ne comprend pas trop l'effet de masse qu'il y a eu autour d'un petit truc en plus. Après, il était très bien, il Ah, était très drôle. Il est très bien, Mais il est très y a eu drôle. quand même un- Et est-ce qu'il méritait autant de boom, succès Je ne sais pas. Après, ils ont fait un très bon travail. Hein. Alors, on critique pas sur le C'est film. juste par rapport à Bah, la c'est à communication, maladie, les la réseaux. communication, enfin Ouais. tout ça, quoi. Genre, C'est impressionnant. Après, alors oui, c'est vrai que ça a bien pété, mais bon, en même temps, tant mieux. Bah oui. Ah non, Hein bah, ça c'est sûr. Hein. Ouais. On va pas cracher dessus. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, film français, ça peut être génial. Et alors, le deuxième, c'était les adaptations de jeux vidéo, et notamment parler de la série Arcane. Parce que la deuxième saison qui est sortie là samedi dernier. Et voilà. On a des devoirs du coup là. Hein. Ouais. Vu qu'on regarde la série, les deux. Hein. Oui, moi j'aimerais bien attendre que tous les épisodes de la saison 2 soient sortis avant de Ah, tout parce qu'ils regarder. sortent en semaine one par shot. semaine. Et il y en a 3 par semaine. Ok. Donc moi je sais que je vais attendre pour tout regarder. Donc, à la rigueur, ce que je vous propose, c'est qu'on se fait un épisode film français, parce que ça restera dans l'air du temps et de l'année avec les gros succès qu'on a vus cette année. Et on fait un autre épisode sur notre année culturelle 2024. Carrément. On finira là-dessus et on attaquera avec Arcane l'année prochaine. Ou on en parle dans la dernière vidéo, dernier podcast. On verra. Ok, donc prochaine film français. Ça Ok. vous va? Ouais, nickel. Eh ben nickel. Ça nous va. Eh ben carrément. Bah, une prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Allez, bisous tout le monde. Salut.